La CIA ne recrute pas seulement des gens intelligents, ils recrutent aussi des gens un peu brisés, parce qu'ils savent quelque chose d'assez dérangeant. Certains traumatismes de l'enfance peuvent créer une performance exceptionnelle. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Andrew Bustamante, un ancien agent de la CIA aux États-Unis. Et j'adore ce type de vidéo parce qu'on va voir ensemble comment une théorie prend vie dans la réalité. Vous allez comprendre comment ce qu'on a vu dans cette vidéo sur la théorie de l'attachement explique le parcours d'un homme extrêmement performant qui a fini par réaliser que le succès n'était pas ce qu'il croyait. Vous êtes prêts? Allez! La chose la plus importante à comprendre de son enfance, c'est qu'il a été élevé par sa mère. Son père est mort, il a été tué avant sa naissance, il est décédé lors d'un crime violent en Californie. Il ne l'a donc jamais connu. Sa mère a dû commencer sa vie avec un nouveau-né, non seulement en tant que mère célibataire, mais aussi en tant que mère célibataire d'un homme tué dans un crime. Ce sont donc sa mère et sa grand-mère qui l'ont élevé dès son plus jeune âge. Sa mère est une femme de couleur, elle est latina. Son père était amérindien. Sa mère a ensuite épousé un homme caucasien, blanc, qui est devenu son beau-père. Il a dû apprendre à grandir dans un foyer où il ne connaissait pas son père biologique, où il avait un beau-père caucasien, deux demi-sœurs caucasiennes et où l'objectif de son beau-père était d'éloigner sa mère le plus possible de ses racines. C'est un peu dans ce contexte-là qu'il a grandi. Un autre aspect important de son enfance est qu'il ne s'est pas senti aimé en grandissant. Sa mère l'aimait de manière logique, rationnelle, mais c'était une femme froide. Elle était très centrée sur sa carrière, sur la réussite, sur le féminisme et sur d'autres priorités. Aujourd'hui, à l'âge adulte, ses sœurs et lui réfléchissent souvent au fait que leur mère était probablement le genre de femme qui ne voulait pas vraiment être mère, mais pour qui l'on attendait qu'elle les devienne. Alors, elle est devenue. Il n'y avait donc pas beaucoup d'amour exprimé, ni beaucoup de soutien émotionnel. En revanche, il y avait énormément de soutien sur le plan académique. Et c'était difficile parce qu'il avait l'impression que tout ce soutien scolaire servait à remplacer le reste, l'affection, le soutien émotionnel. Si vous avez un enfant qui réussit brillamment à l'école et qu'à 18 ans, il peut quitter la maison, alors vous pouvez reprendre votre vie. Il a souvent eu l'impression que c'était la mission de sa mère. Réussite scolaire, sois performant pour que je n'ai plus à m'occuper de toi, parce que je ne suis pas vraiment doué pour les câlins ni pour l'affection, et que j'ai simplement envie que tu partes. C'était ainsi qu'il percevait sa mère. Il a été élevé pour travailler dur et réussir à l'école. Ça lui a permis d'obtenir une bourse complète et plus tard de réussir dans d'autres domaines de sa vie. Mais malgré ses réussites, il s'est souvent demandé qui l'aimait vraiment dans sa famille. Il s'est demandé aussi si l'amour était vraiment important dans une famille, ou s'il accordait simplement trop d'importance à cette question. À titre d'exemple, il raconte souvent cette histoire. Pour lui, elle est totalement normale, mais beaucoup d'autres personnes la trouvent surprenante. Vous allez comprendre pourquoi. Un jour, il était en train de se disputer avec son beau-père, et il est allé voir sa mère pour chercher du soutien. Il lui a demandé de le défendre. Il lui a dit « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes ou est-ce que tu aimes plus papa que moi ?» Elle l'a regardé et lui a répondu « Bien sûr que j'aime ton père plus que je ne t'aime. Parce que toi, tu es mon fils. Je suis obligée de t'aimer. Tu es né de moi, donc je dois t'aimer. Mais aimer ton père, c'est un choix. Donc je dois l'aimer davantage, puisque c'est un choix. » Il n'oubliera jamais cette conversation. Il n'oubliera jamais l'expression sur le visage de sa mère. Pour elle, c'était simple, presque académique, parfaitement clair. Mais il n'a jamais réussi à accepter cette logique. Même aujourd'hui, en tant que mari et père lui-même, il ne comprend pas comment ça pouvait lui sembler rationnel. Ça a certainement eu un impact sur lui. Ça l'a détruit un peu, ça l'a déréglé. D'abord, ça lui a donné l'impression que ses secrets étaient justifiés. Ça lui a fait croire qu'il devait avoir des secrets, parce qu'il n'y avait personne à qui il pouvait parler de certaines choses. Il se souvient que pendant des années,
Il ne pouvait pas parler de sa vie amoureuse à sa mère ou à son père. Il ne pouvait pas leur dire quelle fille il trouvait mignonne. Il ne pouvait pas leur parler du fait de ne pas avoir été choisi pour les bals des promos. Il ne pouvait pas partager ça avec eux parce qu'il ne s'en souciait pas. Il ne pouvait pas faire confiance à ses sœurs, il ne pouvait pas faire confiance à sa mère, il ne pouvait pas faire confiance à son beau-père. Il ne pouvait pas faire confiance aux gens qui vivaient dans sa propre maison. Alors, puisqu'il ne pouvait pas leur faire confiance et qu'il ne pouvait pas leur confier certaines choses, il devait garder des secrets. Et puisqu'il devait garder des secrets, il finissait par penser que c'était normal, qu'il devait aussi y avoir des secrets que lui cachaient. Il a grandi dans un monde où les secrets étaient presque quelque chose de tout à fait normal. Et à partir de là, il a commencé à apprendre que si les secrets étaient normaux, alors mentir devait l'être aussi. Et c'était acceptable. Une grande partie de ce qu'il a appris personnellement, c'était donc que les secrets sont normaux et comment garder des secrets, comment mentir sans se faire prendre. Surtout, il a compris qu'il existe une vraie différence entre les personnes qui grandissent dans un monde où ils font confiance aux autres et celles qui grandissent dans un monde où ils ne font confiance à personne. Quand on grandit dans la confiance, on a une vulnérabilité intégrée, une forme de fragilité. Mais quand on grandit dans la méfiance, on peut toujours apprendre à faire confiance plus tard. Alors que quelqu'un qui a appris à faire confiance en première aura beaucoup plus de mal à apprendre quand il ne faut pas faire confiance. Mais il reconnaît que c'est triste. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour ne pas programmer ses enfants de la même manière dont il a été programmé. Il admet qu'il y a eu une forme de mauvais câblage. Cela dit, ça lui a été aussi très utile, productif et précieux par rapport à tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Mais là encore, il s'agit des réussites telles qu'on lui a appris à la définir, en termes financiers, économiques, mesurables, objectifs, et non en fonction de ce qu'il ressentait à l'intérieur. Il raconte que lorsqu'on est recruté dans les services de renseignement, en particulier lorsque la CIA recrute des agents de terrain, les choses sont assez transparentes. On lui dit clairement qu'ils ont été recrutés parce qu'ils sont d'une certaine manière un peu abîmés. On leur explique qu'ils ont été choisis en raison d'un certain profil psychologique. Un profil qui les amène à considérer de façon pragmatique les choses comme les secrets et les mensonges. Il existe plusieurs termes pour décrire ça. On parle parfois de flexibilité morale. Il y a des choses qu'ils considéreraient comme immorales dans une situation donnée, mais qui peuvent devenir totalement acceptables dans une autre. C'est une manière de fonctionner qui fait partie de leur câblage, ancré en eux depuis l'enfance. La CIA comprend très bien comment exploiter ce type de profil et comment l'utiliser d'une manière qui sert la sécurité américaine. Il y a aussi un aspect lié à la haute performance qui découle de ce type de construction psychologique. Il existe en effet un lien reconnu et documenté entre les traumatismes de l'enfance et la performance élevée. La CIA, comme d'autres services de renseignement dans le monde, a compris que lorsqu'on forme une personne ayant juste la bonne dose de traumatisme d'enfance, on peut obtenir un niveau de performance très élevé. Si on intervient au bon moment de sa vie, à la période adéquate, ces personnes peuvent être formées pour devenir des agents de terrain extrêmement loyaux et particulièrement productifs. On va voir maintenant son histoire, son parcours, comment il est devenu agent de la CIA. En 2007, il était officier des missiles nucléaires dans l'Air Force. Il faisait partie d'un binôme chargé du contrôle d'un missile nucléaire de destruction mutuelle assurée en cas de guerre nucléaire. Il portait une clé, l'autre officier portait une clé différente, et c'est ainsi qu'un missile nucléaire pouvait être lancé. La clé était littéralement une clé fixée à un anneau. Lorsqu'un code nucléaire arrivait, on l'entrait dans un ancien système informatique. Ensuite, à deux, ils inséraient leur clé dans le système de contrôle du silo,
puis les tournait en même temps. Et en les tournant simultanément, il lançait une arme nucléaire. Un jour, il s'est retrouvé à 30 mètres sous terre, malheureux. C'est un travail terrible. Donc en 2007, quand il occupait ce poste, il passait des gardes des 72 heures dans une capsule de contrôle de lancement située à environ 30 mètres sous terre. Il y restait enfermé avec une seule autre personne, celle qui détenait l'autre clé. Chaque binôme formait un équipage nucléaire parmi environ 30 équipages déployés en même temps. Donc, à tout moment, sur une seule base aérienne, il y avait environ 60 personnes sous terre pendant 72 heures d'affilée. Leur unique mission, rester assis et attendre qu'une guerre nucléaire éclate. Évidemment, la guerre nucléaire n'a pas éclaté, et il espère qu'il n'éclatera pas comme nous tous, mais quand il était là, sous terre, sans voir la lumière du soleil, enfermé dans une capsule avec quelqu'un qu'il appréciait rarement, il avait beaucoup de temps pour réfléchir. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Je suis une redondance d'une redondance d'un scénario que tout le monde s'efforce d'empêcher. Est-ce une vie productive? Est-ce que je fais une différence? Est-ce que je laisse une trace dans l'histoire en restant assis ici, à ne pas lancer des missiles, à attendre un message qui, je le sais déjà, ne déclenchera probablement jamais une guerre nucléaire? C'est un travail extrêmement difficile et ingrat. Il a donc décidé de postuler pour le Peace Corps. Il voulait rejoindre le Peace Corps américain parce qu'après avoir passé 12 ans sous terre à attendre de lancer des missiles nucléaires, il se disait que ce serait génial de quitter l'Air Force et de faire exactement le contraire. C'était un peu comme après une rupture très difficile, vous savez. On cherche exactement l'opposé de la personne avec qui on vient de se séparer. C'est ainsi qu'il se sentait. Le Peace Corps faisait un travail un peu humanitaire dans le monde. Il cherchait à enseigner l'anglais aux enfants en Afrique, à sauver des orphelins, à faire des microfinances ou à construire des logements simples. Il voulait faire quelque chose qui construise le monde plutôt que de rester là à attendre de le détruire. Il avait 27 ans, il quittait l'armée en 2007 et il cherchait ce que serait la prochaine étape de sa vie. C'est à ce moment-là qu'un recruteur de la CIA l'a approché. Quand il faisait sa candidature pour le Peace Corps, une fenêtre est apparue et disait quelque chose comme « Un autre recruteur souhaite vous parler ». C'est là que le fait d'être un homme célibataire de 27 ans est entré en jeu. Il s'est dit qu'il y avait peut-être mieux ailleurs, et à partir du moment où il a pensé qu'il pourrait y avoir une meilleure opportunité, il a été très facile de dire oui. En réalité, tout ce que l'écran lui demandait, c'était de mettre sa candidature en pause pendant 72 heures. Il était donc facile de cliquer sur oui. Il a quitté le site, il s'est retrouvé simplement en attente pendant ces 72 heures. Soit une meilleure opportunité se présenterait et quelqu'un l'appellerait, soit personne ne l'appellerait et il pourrait revenir terminer sa candidature. Mais dire non, c'était risquer de rater une opportunité. Et ça, ce n'était pas lui. Et dans les 72 heures, il a reçu un appel. Il a reçu un appel d'un numéro masqué. Au bout du fil, il y avait une femme, elle lui a donné son prénom et ensuite elle a d'abord confirmé son identité et le fait qu'il était en train de postuler au Peace Corps. Puis, il lui a demandé s'il serait ouvert à d'autres opportunités au sein du gouvernement. Elle lui a expliqué qu'il pourrait y avoir des postes dans le domaine de la sécurité nationale qui pourraient l'intéresser et qu'elle aimerait lui envoyer un billet d'avion, une réservation d'hôtel et une voiture de location pour qu'il se rende à Washington DC afin d'apprendre davantage sur le poste. Bon, vous imaginez bien qu'à ce moment-là, il a pensé que c'était une arnaque, une blague. Il ne croyait pas que l'appel était réel. Il se disait que c'était peut-être une sorte de piège, ça ne paraissait tout simplement pas crédible. Mais ensuite, tout est arrivé. Les billets est bien arrivé par courrier. Et là, le jeune homme célibataire de 27 ans en lui s'est réveillé. Bon, j'ai un billet. Voyons où il mène. Il est allé au comptoir de location de voitures. La réservation était réelle. Il est allé au comptoir de la compagnie aérienne. Le billet était réel. L'hôtel, réel aussi.
Alors il a suivi les miettes de pain. Tout était authentique. Il a pris l'avion, il a atterri, et là, il a reçu un nouvel appel. Est-ce que vous êtes bien arrivé? On lui a donné l'adresse où il devait se présenter le lendemain. C'était un bâtiment sans signe distinctif, totalement anonyme. Il est entré, il y avait une dizaine d'autres personnes dans la salle d'attente. Aucun d'eux ne savait vraiment pourquoi il était là. Il savait juste que c'était lié à un poste gouvernemental. Tout le monde était habillé à peu près de la même façon. En discutant un peu, il a appris que l'un venait de la finance, une autre du travail social, etc. Puis quelqu'un est sorti et l'a appelé. Premier entretien. Ce qu'ils appellent un fit interview. Ils cherchent à voir s'il correspondait au profil. Ce qui l'intéressait, ce qui ne l'intéressait pas, sa personnalité, son parcours. À la fin de ce premier entretien, la femme lui a dit qu'il pourrait être un bon candidat pour le National Clandestine Service de la CIA. À l'époque, il ne savait même pas ce que c'était. Elle lui a expliqué simplement « On voudrait que vous deveniez officier de terrain, ce que vous appelez dans les films un espion. » Et là, son enfant intérieur de 7 ans a littéralement explosé. « Attendez, quoi? Vous voulez que je devienne espion? Conduire des voitures de luxe? Porter des smokings? Avoir toujours une femme magnifique à mon bras? Je signe tout de suite. » Dans sa tête, les enfants affamés en Afrique pouvaient attendre. « Je veux faire ça. » Mais juste après est venue la condition. Elle lui a dit « Vous ne pouvez dire à personne que vous postulez pour ça. Nous allons vous faire passer à la 2e phase des entretiens. Rentrez à votre hôtel, puis retournez à la base aérienne et vivez votre vie normalement. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous étiez à Washington, dites simplement que vous postuliez pour un poste gouvernemental et que vous ne savez pas si vous l'aurez. » Ensuite, ils l'ont recontacté, puis encore. Les entretiens sont devenus de plus en plus intenses. On l'a fait revenir dans la région de Washington. Il est passé d'un entretien de compatibilité à des entretiens qui ressemblent davantage à des tests. Donc des questions basées sur des scénarios, des résolutions d'énigmes, des exercices de réflexion, des évaluations psychologiques légères. Chaque étape filtrait un peu plus. Et puis, un jour, il a reçu une lettre par la poste lui annonçant qu'on lui offrait officiellement le poste. Pendant tout ce processus d'entretien, comme on l'a dit, il n'y avait pas le droit d'en parler à qui que ce soit, même pas sa famille. Alors, qu'est-ce qu'il leur disait pendant cette période? Bon, c'est justement ce qui rendait leur processus de recrutement pratique. Comme on l'a vu plus tôt, depuis l'enfance, il avait accepté l'idée qu'il y avait des moments où il faut mentir et garder des secrets. Là, c'était simplement un secret de plus à garder et un mensonge de plus à raconter. Il a donc dit à sa famille qu'il pensait quitter l'Air Force, qu'il ne savait pas vraiment ce qu'il voulait faire, peut-être travailler pour le gouvernement et qu'il allait à Washington pour passer des entretiens pour des postes gouvernementaux. De toute façon, il n'était plus proche de sa famille depuis qu'il était parti à 18 ans pour l'académie de l'Air Force. Il rentrait peut-être une fois par an et chaque fois qu'il essayait de rentrer, c'était compliqué. Ses parents ne voulaient pas payer le billet d'avion parce que c'était cher et lui n'avait pas l'argent pour l'acheter. Donc il devait leur demander et c'était toujours la même scène. À chaque Noël, pareil. J'aimerais rentrer à la maison mais je n'ai pas d'argent. Eh bien, nous non plus, on n'a pas d'argent. Peut-être que tu ne devrais pas rentrer. Alors, avant 7 ans, presque 10 ans plus tard, comme il n'était pas vraiment proche d'eux, il leur en disait le moins possible. À l'époque, il avait aussi une petite amie. C'était une super copine, mais elle n'était pas aussi extraordinaire que l'idée de devenir officier à la CIA. Il avait des amis aussi, mais il n'était pas aussi impressionnant que ce qu'il pensait que sa future carrière à la CIA serait. Du coup, c'était très facile pour lui de commencer à couper les branches de son arbre social. Il allait faire quelque chose d'énorme. Il n'avait besoin de personne. Voyons maintenant comment on entraîne un agent de la CIA. Il raconte qu'une grande partie de la formation est encore classifiée.
donc il ne peut pas en parler en détail. Mais il existe une école où ils vont. Ils y restent pendant plusieurs mois. En gros, ils sont retirés de la vie quotidienne et placés dans un monde simulé, contrôlé. À l'intérieur de ce monde, tout ce qui se passe autour d'eux est orchestré. On peut imaginer qu'on le retire de son appartement et que l'on le place dans un autre appartement. Sauf que cet appartement fait partie d'un immense jeu et que quelqu'un d'autre contrôle tous les jeux. Il contrôle les informations diffusées à la télévision, les voitures qui circulent dans la rue, les événements que se produisent autour de lui, pratiquement tout, à part la météo. Il contrôle tout de manière à pouvoir créer de multiples scénarios dans lesquels il met en pratique les compétences qu'ils lui ont enseignées, de la conduite aux premiers secours, en passant par l'art de mentir, de vivre et de travailler sous identité de couverture. Il est ainsi placé dans un environnement très contrôlé pendant une longue période, afin qu'il puisse tester l'ensemble des techniques opérationnelles qu'on lui a apprises. Ils lui apprennent à mentir. Tout commence par une base simple. Il s'assure de recruter des personnes qui savent déjà mentir. Puis, lorsqu'on est assis en face d'un menteur, on peut rapidement déterminer s'il est bon ou non. Ils savent identifier les bons menteurs et lorsqu'ils en trouvent un, ils commencent par lui expliquer ce qu'il fait déjà naturellement et qui fait de lui un bon menteur. Ensuite, ils lui apprennent à affiner cette compétence. Ils lui enseignent aussi comment fonctionnent les mauvais menteurs et comment les détecter. Andrew Bustamante raconte qu'il a eu 2 grands moments de prise de conscience pour lui. Le premier est arrivé au tout début de sa formation à la CIA. Pendant tout le processus de recrutement et durant ses années dans l'armée, il avait le sentiment de faire ce qu'il fallait. Il avait l'impression d'être quelqu'un de spécial. Il se disait « Je dois vraiment être spécial si je suis sélectionné pour le National Clandestine Service ». Il avait le sentiment de tout faire correctement. Puis, une fois entré en formation, ils ont confirmé quelque chose de beaucoup plus dérangeant. Il était cassé d'une certaine manière. Il était performant parce qu'il avait vécu des traumatismes dans l'enfance. Il pouvait mentir, manipuler, franchir certaines limites sans trop de difficultés parce que fondamentalement, il n'était pas mentalement typique. En substance, le message était « Tu es câblé d'une façon très utile pour nous. » Mais tu n'es pas vraiment neurotypique. Et là, je fais une petite parenthèse dans notre histoire. Vous vous souvenez qu'on est programmé à l'enfance, comme on l'a déjà vu dans ma vidéo sur la théorie de l'attachement? Bon, ce n'est pas le succès tel qu'il avait imaginé. Oui, il était performant. Oui, il était sélectionné. Mais ce n'était pas parce qu'il était équilibré. C'était parce qu'il était utile. Et en même temps, on renforçait son ego. Tu es encore plus spécial maintenant parce que tu travailles pour la CIA. Ils savent très bien ce qui motive ce type de profil. L'idéologie et l'ego. C'est comme ça qu'ils l'ont accroché. Ça a été son premier grand moment de révélation. Son deuxième grand moment de révélation a été le jour où il a compris qu'il pouvait utiliser les compétences acquises à la CIA pour réussir dans le monde des affaires. Il est devenu riche et un peu célèbre. Voilà. L'histoire d'Andrew Bustamante montre quelque chose d'assez paradoxal. Les mêmes choses qui l'ont abîmé enfant, le manque d'affection, la méfiance, les secrets, sont aussi celles qui ont fait de lui un excellent espion. La CIA ne transforme pas des gens ordinaires en espions. Il repère des personnes qui ont déjà été façonnées par leur propre histoire. Et parfois, derrière la haute performance, il n'y a pas seulement du talent. Il y a aussi des cicatrices. Mon objectif en vous racontant cette histoire était surtout de vous donner un cas concret pour illustrer ce qu'on a vu dans la vidéo sur la théorie de l'attachement. Dans une certaine manière, nous sommes en partie programmés pendant l'enfance. Peut-être que vous croyez être maître de votre maison, mais il vaut mieux faire un travail de prise de conscience pour découvrir
qui tire vraiment les ficelles dans votre vie. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Quel type d'attachement pensez-vous c'est celui de Andrew Bustamante? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du parcours d'un agent de la CIA. Je vous laisse ici la vidéo sur la théorie de l'attachement et en description vous avez aussi les liens de la vidéo originale de Andrew Bustamante. Et voilà, Mama Chulita vous dit au revoir.